Bonjour, c'est Caroline Legleut de la librairie Le Fayère à Rennes. Rachel Kahn est actrice, mais aussi ancienne athlète, entre autres. Aujourd'hui, nous recevons l'autrice. Rachel Kahn pose un regard tant critique que malicieux sur notre époque idéologisée qui interdit toute forme de nuance. Séverine Courteau est directrice littéraire du pôle non-fiction des éditions de l'Observatoire. Les éditions de l'Observatoire qui publient des ouvrages, des essais, témoins de notre société. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Rachel Kahn et Séverine Courteau. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre des auteurs ou des autrices ainsi que les personnes qui les éditent. Aujourd'hui avec un livre engagé, un livre de combat appelant à sortir des postures qui enferment en raison d'une catégorie à laquelle nous appartiendrons pour se définir comme une personne à part entière. Rachel Kahn, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, scénariste et actrice et l'autrice de Racé, un livre paru aux éditions de l'Observatoire dont nous parlera votre éditrice Séverine Courteau dans la seconde partie. Comment il est né ce livre, Rachel Kahn, Racé ? En fait, il est né d'une nécessité, d'un besoin, donc il y a 2 ans, de parler pleinement, de parler entièrement, de parler en totalité avec mon imprévisibilité, avec mes différentes racines, parce que je ne me reconnaissais plus du tout dans les propos que j'entendais de par ces différentes communautés, ces différents replis. Et puis j'avais besoin aussi d'écrire un livre d'amour à mes parents, un livre sur l'universalisme, sur la transmission, et un livre qui peut-être, je l'espère, ouvre une fenêtre vers notre réparation commune. Oui, parce que vous l'avez découpé en 3 parties qui à chaque fois sont composées de mots. Et effectivement, la dernière partie est plus positive puisque ce sont les mots qui réparent. On aura évidemment l'occasion d'y revenir, mais vous l'avez dit, c'était d'abord l'impression de ne pas vous reconnaître, Rachel Kahn, dans les discours qu'on pouvait exprimer, les discours communautaires, parce qu'ils étaient pour vous trop enfermants, trop homogènes, qu'ils ne faisaient pas place à la différence et à la singularité de chaque individu. Oui, il ne faisait pas place à l'individualité, à la singularité. Donc pour moi, en fait, c'était comme revenir à ce que les anciens bourreaux faisaient. Donc par exemple, que les Noirs soient une masse, sans nom, sans prénom, devant penser de la même manière. Et là, dans Racé, j'essaie d'expliquer que noir n'est pas une pensée, en fait, et que les gens ont le droit, enfin les Noirs notamment, ont le droit à une liberté de penser. Et surtout que ces discours victimaires de repli sont des discours très figés dans le passé et sont antinomiques avec nos principes fondamentaux, avec ce qu'est la France, une France éperdument mélangée, qui a vécu une histoire mondiale extraordinaire avec ses douleurs, avec ses souffrances, mais qu'on a des principes dans notre Constitution que nous ne mettons pas en œuvre. Alors c'est intéressant ce que vous avez dit, je vous propose de découper en 2 parties votre réponse, Rachel Kahn, qui est d'abord finalement de noir, ce serait qu'un corps homogène. Vous le dites d'ailleurs, les réunions non mixtes posent justement cette question-là parce qu'elles homogénéisent une partie de la population, mais aussi parce que le discours victimaire empêche d'autres paroles qui ne viendraient pas sauver la cause avec un grand C, qui est l'un des mots auquel vous vous attaquez dans ce livre. Oui, tout à fait. Ces questions de réunion en non-mixité, donc ça veut dire qu'on est tous ou toutes, finalement, on ne prend de soi dans ces réunions que ce qui est intéressant pour cette fameuse cause, sans chercher des solutions, mais plutôt en se regardant, en se motivant pour nourrir la haine de l'autre, en fait. En fait, ces réunions-là... Il y a besoin d'une construction d'ennemis pour pouvoir vivre. Exactement, et de boucs émissaires que l'on pointe du doigt, qui sont tous déterminés. Là, évidemment, le grand méchant dans cette histoire, c'est l'homme blanc de plus de 50 ans. Je ne pense pas qu'on puisse recoudre la société en rejoignant nos névroses ségrégationnistes. Alors c'était l'autre partie effectivement de votre question, mais de votre réponse, mais qui rejoint ce que vous venez de dire, c'est ne pas s'enfermer dans le passé, puisque c'est ça aussi les mots qui réparent à la fin de votre livre, Rachel Kahn, sont des mots qui sont parfois des verbes, créer, désirer, qui appellent à refonder un imaginaire, qui appellent à regarder le présent et à imaginer le futur. Est-ce que ça c'est compris, accepté avec les personnes avec qui vous pouvez dialoguer ?
Alors j'ai eu une grosse surprise avec ce livre Racé. Parce qu'en fait, déjà, c'est un livre que je voulais effectivement réparateur, mais c'est un livre avec cette imprévisibilité qu'est le monde aujourd'hui, dans ce contexte de pandémie où il s'est passé énormément de choses. Notre rapport à l'espace et notre rapport au temps a été complètement bouleversé. C'est un livre que je voulais très précisément de nos années, de 2020, 2021, 2022. Et pas un livre où j'allais répéter que l'extrême droite, il y a des fachos, parce que là, il y en a eu pléthore de livres. C'est un peu dire que la guerre, c'est mal, le viol, c'est mal, le feu, ça brûle. C'était pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est de regarder une remise en cause, justement, et de regarder les endroits où on pouvait prendre nos responsabilités pour recoudre et réparer. Et effectivement, vous évoquiez les verbes, parce que c'est l'action qui est réparatrice, c'est le mouvement qui est réparateur. Et lorsqu'on s'enferme dans une identité de repli, une identité de figé, il n'y a plus de mouvement. Et lorsqu'il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Mais justement, parce que ça, c'est bien accepté, bien compris par des personnes qui pourraient vous ressembler et qui se vivent, elles, en tant que victimes, ou qui se vivent dans l'intersectionnalité, qui est un autre mot que vous déployez dans ce livre, c'est-à-dire le cumul des discriminations liées parce qu'on est femme, noire, juive, etc., etc. C'est vrai que je n'ai pas répondu à votre question. C'est pas grave. mais le truc, c'est que donc, j'ai eu cette surprise parce que les gens qui ne veulent pas, vous savez, c'est Lacan qui disait, il n'y a pas de malentendu, il n'y a que des malentendants. Donc les malentendants, et donc qui font croire aux malentendus, c'est qu'en fait ils sont déjà dans un dogme idéologique où tout dialogue, où tout échange est impossible et toute compréhension et écoute de l'autre est impossible. Moi je répète la même chose depuis que j'ai commencé à écrire, j'ai toujours le même discours universaliste. On me fait croire aujourd'hui que j'ai changé de discours, pas du tout. Avec Les Grandes et les Petites Choses, mon premier roman, c'était pareil. Avec des articles, c'était la même chose. Et avec ce que mes parents m'ont livré, c'est la même chose. Donc ceux-là, je ne peux pas dialoguer avec eux. En revanche, là où j'ai une grosse surprise, c'est que je crois que ce livre était attendu. Oui. Il a été attendu, c'est pour ça qu'il a été entendu, en fait. Et que les gens attendaient cette parole très française, avec les coups de gueule des Français, comme je suis, mais aussi avec ce patrimoine qui fait que on va dans la complexité, on va dans les nuances, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été libérés, des gens aussi de différentes régions, du nord, du sud de la France, de l'est, de l'ouest, aussi des gens qui viennent d'horizons différents, qui ont été, et notamment des enfants entre guillemets métissés, qui se sont sentis libérés par ces mots-là. Parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils pouvaient enfin s'exprimer avec le je, J-E pleinement, sans être d'abord vus comme des personnes racées, des personnes d'une certaine confession ou d'une certaine origine. Mais oui, parce qu'on a peur de parler aujourd'hui. Ouais. On a peur de dire des trucs sur les femmes, on a peur de dire des trucs sur les noirs, on a peur de dire des trucs sur les musulmans, sur les juifs, on a peur de tout, on a peur de notre ombre en fait. Et ça c'est dramatique et c'est en fait cette victimisation qui force à la culpabilisation où les gens n'arrivent plus à s'exprimer alors même que la liberté d'expression est un de nos principes les plus fondamentaux, notre liberté de conscience et ce qu'il y a de plus précieux dans l'homme. C'est affreux, moi c'était surtout un livre contre la peur. Alors cependant, qu'est-ce que vous faites des discriminations qui, quand même, ne se sont pas effacées ? Et justement, les discriminations aujourd'hui, elles sont une et elles n'ont pas de couleur de peau. C'est-à-dire que moi, je ne regarde pas... Une discrimination est une discrimination. Quelqu'un qui me dit que je suis banania, c'est une discrimination. Quelqu'un qui me dit que je suis banania, c'est une discrimination. Pourquoi je dis ça 2 fois ? C'est parce que j'ai été pointée du doigt sous ce terme-là par des gens à la fois d'extrême gauche et d'extrême droite. On est dans une tenaille identitaire et nous, majorité des Français, universalistes, républicains, avec cette foi dans la liberté de conscience, on a peur de s'exprimer. Mais aujourd'hui, très concrètement, cette histoire de banania donnait chair à ce que je dis dans Racé. Alors, ça m'amène à la question suivante. Comment vous vous définissez, comment vous vous présentez ? Je vous ai présenté au début de l'interview, Rachel Kahn, comme étant juriste, actrice, scénariste, autrice. J'aurais pu vous présenter comme étant une femme noire, juive. Mais vous-même, quand on vous demande qui vous êtes, comment vous vous présentez ? Eh bien, je dis Rachel Kahn. C'est peut-être prétentieux, hein,
Mais je pense qu'on oublie toujours de dire son nom et son prénom et qu'on laisse plus d'importance finalement à soit la question de race, religieuse, de son genre ou de ce que l'on fait. En fait, ce qui est bien avec une signature Rachel Kahn ou la vôtre, c'est qu'en fait, on peut être libre d'être à chaque instant. Et finalement, c'est biblique, c'est que je suis ce que je serai, mais je vais garder mon nom. Ouais. Alors c'est un livre, je l'ai dit, que vous avez découpé en 3 parties, 3 groupes de mots, les mots qui séparent, les mots fourre-tout qui ne vont nulle part, et puis enfin la partie plus positive qui sont des mots qui réparent. Et je dois avouer que les premiers mots de cette dernière partie m'ont surpris, Rachel Kahn. Intimité, silence, invisible. Alors certes, ils indiquent des mots retour à soi, mais aussi des mots de disparition, des mots d'effacement, même si, évidemment, pour écouter l'autre, il vaut mieux être silencieux un temps. Avant d'arriver au verbe, ces 3 mots-là, pourquoi vous les avez choisis ? Déjà parce que l'intimité a une profondeur infinie et qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, justement, des militants complètement azimutés, complètement zombies dans leur dogme woke, qui n'ont plus accès à leur intimité. Et c'est terrible. Moi, je vais beaucoup en détention. Et en fait, l'intimité, c'est ce qui permet de tenir. C'est la seule partie de notre liberté. Et ce qu'il y a dans l'invisible, dans l'intimité, dans l'indicible, déjà, ce sont des matières, ce sont nos couleurs en tant qu'artistes, en fait. C'est vraiment nos outils en tant qu'artistes, cet invisible, ce qui ne se voit pas à l'œil nu, ce qui vous offrira toujours des surprises, ce qui vous offrira de l'inattendu. Et surtout, c'est une infinité. L'invisible est infini, l'intime est infini, l'indicible est infini. Et c'est ce qui est différent, finalement, de la religion, le genre, la race. Nous sommes mortels. Nous sommes mortels, mais dans ces endroits-là de l'indicible et de l'intimité, c'est l'âme qui continue de se déployer à l'infini. Alors, il y a ces mots-là, et puis ensuite, il y a ces verbes créer, désirer. C'est ça qui était l'enjeu pour vous en écrivant Racé, outre de vous attaquer à quelques mots, Rachel Kahn, et puis d'en proposer de nouveaux, de proposer un nouvel imaginaire d'un monde désirable, mais d'un monde désirable pour tous. Exactement. Désirable pour tous. Et que nous puissions faire en sorte que par rapport aux discriminations, nous soyons tous mobilisés face à l'intolérance, face aux discriminations. Les crimes contre l'humanité concernent l'humanité. Et ça, on l'a oublié. Aujourd'hui, les crimes contre l'humanité devraient être des propriétés. L'esclavage concernerait strictement les Noirs. Et c'est ce pourquoi il faudrait faire des réunions en non-mixité, puisqu'en fait, ce sont que les concernés qui seraient aptes et qui auraient le droit de s'exprimer là-dessus. Ça, c'est honteux. C'est-à-dire que, en fait, chaque discrimination doit nous révéler nos parties d'humanité en nous pour que nous puissions tous être mobilisés contre notre ennemi aussi, parce qu'on est à la fois victime et bourreau dans le même temps. On est à la fois éperdu de liberté, mais aussi profondément intolérant. Et comment on fait pour nous-mêmes nous réparer et sanctuariser ce bourreau qui est en nous. Et effectivement, moi, sur les verbes, c'était pour continuer d'agir et continuer d'être en mouvement, parce que c'est ce mouvement qui fait qu'on n'est pas dans ces identités complètement figées et qui ne mènent à rien et qui nous séparent et qui nous déchirent. Et on parlait des douleurs tout à l'heure. Les douleurs sont inconsolables de toute façon. On ne va pas faire des réunions en non-mixité pour dire que voilà, on a mal et on souffre. Oui, mais ça, c'est depuis 200 ans, 300 ans que c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Oui, sinon vous seriez enfermé effectivement dans ce que vous écrivez dans votre livre, ces 3 grands passifs dans l'histoire que sont la Shoah, l'esclavage et puis la domination coloniale, et vous refusez de vous enfermer là-dedans. Sinon, je ne fais plus rien. Sinon, j'écris plus de livres. Surtout, sinon, je ne peux plus vivre, je ne peux pas m'occuper de mes enfants, je ne peux plus aimer. Et puis, il y a ce truc de reconnaissance par rapport à l'histoire. On a quand même des arrière-grands-parents, des grands-parents et nos propres parents qui se sont battus pour que nous puissions vivre et se faire croire que nous souffrons comme les esclaves ou comme les déportés, c'est faux. Je ne suis pas mon grand-père, je n'ai pas vécu les mêmes choses que mon grand-père, ni que ma mère qui a été cachée pendant la guerre. Donc c'est ce truc très mal placé de victimisation aussi qui est insupportable. Alors vous avez dit dans la réponse précédente, Rachel Kahn, vous avez utilisé le mot de mouvement. Et ce mot, il est très important dans le dernier mot que vous avez choisi dans Racé, qui est le mot de créolisation. Alors je ne peux pas m'empêcher, puisque nous enregistrons cette interview avec nos voyageurs, de faire mention à Édouard Glissant, puisqu'il a été souvent invité, puis voilà, vous-même vous l'avez bien connu. C'est un peu la deuxième figure tutélaire de ce livre. Il y a Romain Gary,
de manière abondante, voire très, très, très abondante. Et puis, il y a Édouard Glissant qui vous est très important pour la créolisation. Expliquez-nous en quoi ce mot, il vous est important, mot dont vous reconnaissez, et je dois dire que quand j'ai rencontré Édouard Glissant il y a quelques années, je partageais exactement votre sentiment, je ne le comprenais pas bien. En quoi c'est un mouvement et un mouvement positif? Oui. Alors c'est vrai que Romain Gary, c'est mon fil rouge, parce que voilà, c'est une révérence à ses vies, ses identités, etc. Édouard Glissant, et d'ailleurs je le dis très clairement, c'est que je lui en veux beaucoup de cette complexité. En tout cas, je lui en veux beaucoup de... C'est difficile, parce qu'en même temps, il a les mots justes. Donc pour avoir la pensée juste, elle est obligatoirement complexe. C'est-à-dire entre le fond et la forme, il nous dit que chacun d'entre nous, nous sommes des êtres complexes, et il le dit de manière complexe. C'est-à-dire que cette complexité est une. Ça rend un peu hermétique et ça son rend concept. Exactement. Sauf qu'en fait, les gens, aujourd'hui, et c'est repris à la fois par l'extrême droite et l'extrême gauche, parlent de créolisation sans savoir ce qu'est la pensée d'Édouard Glissant. La pensée d'Édouard Glissant, c'est une identité en mouvement, où en fait il a ouvert l'identité, non pas comme un identique, comme ces replis identitaires veulent qu'on soit tous identiques, mais comme une ouverture au monde pour livrer cette identité dans un mouvement. Et en fait, ce qui est magique, là, quand je vous parle, c'est qu'on puisse regarder ce rivage et qu'on puisse regarder la mer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas pour rien qu'on soit en Bretagne et pour parler de Glissant et de Racé, c'est que on se trouve à l'endroit d'une côte et on est tout de suite appelé vers l'autre côte, vers l'ailleurs. Et c'est ça notre identité. Notre identité veut être transcendée, veut être en mouvement, veut traverser les mers. Et toute falaise appelle à dialoguer avec une autre falaise. Toute frontière, les frontières sont importantes parce qu'on a un désir de franchir cette frontière. Et c'est donc dans cette relation entre les falaises, entre les horizons, entre les grands larges, entre les voyages, que notre identité devient encore plus complexe et ne cesse à jamais d'évoluer. Mais ça, c'est l'ensemble de votre livre qui est comme ça, ouais. Rachel Kahn, c'est appeler vers l'ailleurs et appeler vers le futur. Toujours, parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi, alors en partant de ce point de départ qui est mon expérience, qu'à chaque génération, les gens dans ma famille se sont beaucoup mélangés. C'est-à-dire vraiment, évidemment, entre mes grands-parents, entre mes parents, d'un côté Pologne, de l'autre côté la Sénégambie, mais moi aussi avec mes enfants, hein, d'un côté la Guyane, de l'autre côté l'Europe. Et donc, on est aussi tous issus de ces relations en mouvement de ce monde. Et c'est ça que j'avais envie de dire, qui était complètement antinomique. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a vécu... On a figé toutes les identités. Alors même que sans cesse, depuis en plus avec la pandémie, on est avec Wuhan, on est dans les variants indiens, on est dans une mutation et nous sommes des mutations profondes. Mes questions de pédigré, c'était un peu des alibis pour raconter que l'humanité est comme ça depuis des siècles et qu'on veut nous faire croire à quelque chose qui n'est pas réel. Alors dans ces podcasts, Rachel Kahn, nous intéressons aussi à la manière dont les auteurs et les autrices travaillent avec les personnes qui les éditent. Ici, Séverine Courteau aux éditions de l'Observatoire. Et j'aimerais savoir ce que vous attendez de votre éditrice. Le travail était vraiment extra parce que je me sentais en liberté. Et c'est vrai qu'elle m'a drivée comme... mon coach sportif me drivait. J'aime la rigolade, j'aime l'humour, j'ai ce côté justement parce qu'il y a des douleurs qui sont présentes et j'aime les transcender avec beaucoup d'humour. Et donc j'attendais qu'elle me mette vraiment sur un chemin de A à Z. Sinon je partais un petit peu dans tous les sens. Et d'ailleurs la première fois que je lui ai envoyé mon manuscrit, elle m'a répondu par mail, tu pourrais faire genre les grosses têtes, poète poète badaboum quoi, parce qu'il y avait tellement de blagues pour dire. Et en fait, c'est pas que j'attendais quelque chose, mais c'est qu'elle a répondu à mes attentes quand elle venait. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de lui adresser votre texte? Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est particulier dans votre bibliographie, Rachel Kahn. C'est votre 4e livre. Alors, il y en a eu 2 collectifs, mais 4 livres, 4 éditeurs différents. Oui, c'est vrai. Ah, vous me faites penser à ça. Vous voyez, c'est que profondément dans ma vie, je suis racée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le multiple des relations, ça. Puis ça s'est fait avec la vie. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai choisi. Tous mes métiers, toutes mes disciplines, tous les éditeurs, c'est vrai que c'est des expériences de vie. J'ai pas fait attention, mais je suis fidèle. Hein. C'est pas parce qu'on est multiple qu'on est infidèle. Voilà. Absolument. Alors, bon, je dois avouer qu'exceptionnellement, on a fait les choses à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai d'abord interrogé Séverine Courteau. Elle nous a dit aussi qu'il y avait quand même un lien pour lequel vous étiez venu à l'Observatoire. Oui. C'était Raphaël Antoven. Absolument. C'était Raphaël. En fait, le livre est né
de la relation avec l'éditrice et Raphaël, issue d'une conversation où en fait ça m'est apparu comme ça de travailler sur les mots. Et moi j'aime bien quand ça se passe comme ça dans la relation. J'ai pas envoyé ce manuscrit sans connaître, mais la relation était déjà présente. Et ça c'est toujours intéressant. Ça c'est toujours alors parfois ça se passe pas comme ça, la relation vient après évidemment, hein. Mais là ça s'est passé comme ça et je crois que c'est pas innocent effectivement. J'avais comme un parrain comme ça qui m'a mis en lien avec Muriel Béard et Séverine et c'est extra. C'est aussi parce que vous vous reconnaissiez dans ce que publie par ailleurs cette maison d'édition, l'Observatoire ? C'est dans sa diversité, c'est-à-dire que là effectivement je me reconnais parce que c'est de la poétique politique. Il y a à la fois beaucoup de romanciers mais beaucoup d'essayistes. Droite, gauche, on est dans une émulation de la pensée. C'est comme ça que ça s'est passé aussi avec Raphaël, et Enthoven et Muriel Béard. C'est que, en fait, on était dans une recherche, dans un dîner, des gros sujets de société et sans être forcément d'accord. Donc oui, je me reconnais beaucoup. Et puis il y a ce mot observatoire. C'est comme ce laboratoire. Enfin, Racé, je l'ai appréhendé vraiment comme un laboratoire sur les mots. Ouais. Il y a une question aussi qui n'est pas forcément toujours très simple, c'est la question des références, que je l'ai dit. Il y a Romain Gary qui est extrêmement présent, il y a Édouard Glissant, il y en a beaucoup d'autres, et donc il y a des notes en bas de page qui vont appuyer votre texte. Là, je suis peut-être un peu dans une question un peu technique, mais comment est-ce que vous les avez jaugés, comment est-ce que vous avez évalué pour à la fois qu'ils appuient votre texte, mais en même temps qu'ils ne le rendent pas illisible, voilà, le texte. Ça, je ne voulais pas du tout d'un essai qui ne me ressemble pas, et je ne voulais pas du tout d'une thèse avec plus de notes de bas de page moi, personnellement, je n'arrive pas à suivre ce genre de texte-là, même s'il fallait bien les suivre à la fac quand on faisait des travaux, des travaux de recherche. Je l'ai fait vraiment à l'intuition et je l'ai fait vraiment avec le désir que certains auteurs soient dans ce texte-là, pas autrement. Ouais. Et donc là, Romain Gary, Édouard Glissant sont des gens qui sont imposés, et les autres sont des gens qui sont imposés à vous naturellement. Dans ma vie. Dans votre dans ma vie d'abord, avant d'être dans... C'est vraiment un livre d'expérience de vie et de ce truc de laboratoire. C'est comme si en fait j'avais testé quelque chose de ma propre vie sur un échantillon que j'ai tenté de partager au monde en fait entier. Et effectivement, la vie de Romain Gary, elle est en résonance sur plein de choses, à la fois l'Europe, la Shoah, l'Afrique, les racines du ciel, les États-Unis, parce que c'est intéressant aussi avec Chien Blanc aujourd'hui, comment il était très novateur, d'une modernité redoutable, comment dans ses personnalités il a su... Oui, parce que c'est Romain Gary et Émile Ajar, donc c'est dédoublé. C'est complètement dédoublé et c'est ça qui est génial, se faire disparaître, c'est ce qu'il a fait à la fin de sa vie, se faire disparaître complètement. Mais c'est ça le problème de ces identitaires, c'est qu'ils ont un tel ego qu'ils n'arrivent pas à se faire disparaître et que surtout ils ont un tel ego que les réunions entre eux doivent leur ressembler. Une vraie réunion en non-mixité, c'est une réunion qu'on fait devant son miroir, avec soi-même, parce qu'on se dit, voilà, on est très précisément avec la personne qui nous ressemble le plus. Simplement, il y a toujours l'autre en nous. Et Émile Ajar et Romain Gary, il a fait avec l'autre, mais avec les multiplicités de l'autre en lui, au point de tromper tout le monde avec son écriture. Absolument, parce qu'il a réussi, sous ces deux noms, à avoir à chaque fois un Goncourt. Votre livre s'appelle Racé, il est paru aux éditions de l'Observatoire, dont votre éditrice Séverine Courteau nous parlera dans un instant. Rachel Kahn, un grand merci à vous. Merci à vous. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, en votre compagnie. Séverine Courteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice aux éditions de l'Observatoire, la directrice littéraire non-fiction, c'est l'intitulé de votre fonction que vous partagez d'ailleurs. Nous venons d'entendre Rachel Kahn nous parler de son livre Racé, la manière dont elle a travaillé avec vous. Alors je vous retourne du coup à la question pour savoir comment vous avez travaillé avec Rachel Kahn. Elle a publié, c'est son deuxième livre qu'elle publie sous son nom. Avant, il y a eu aussi 2 livres collectifs. Oui. Comment ce texte d'abord est arrivé jusqu'à vous ? Alors, en fait, il est arrivé, ce qui arrive souvent dans l'édition, c'est qu'on a souvent des petits cercles vertueux qui se mettent en place. Et donc, régulièrement, on a des auteurs
qui nous parle d'autres personnes qu'ils connaissent, voilà. Et donc ça, c'est toujours des petits miracles. Et avec Rachel, c'est un petit miracle. Donc en fait, c'est Raphaël Enthoven, qui connaissait bien Rachel, qui l'a présentée à la directrice générale de la maison, à Muriel Beyer, qui a eu un coup de cœur pour cette fille, et qui donc me l'a confiée, entre guillemets, pour qu'on fasse aboutir ce super projet qu'elle avait en tête. Alors, qui était déjà quand même bien avancé dans sa tête, elle savait vraiment où est-ce qu'elle voulait aller, donc on a 3 grandes parties dans ce livre, donc voilà, elles étaient déjà là. Et en fait, on a travaillé alors, de façon hyper fluide, hyper agréable. Bon, vous avez pu voir quelle était la personnalité de Rachel. Et donc, ça a été un travail un peu main dans la main. Enfin, je l'ai accompagnée, ça c'est le travail des... Justement, sur quoi vous l'avez accompagnée, sur quoi vous avez travaillé? Parce que vous avez dit que le texte, il y avait déjà les 3 grandes parties. Voilà, donc... Jusqu'où finalement le texte s'est transformé dans votre relation ensemble? En fait, il était quand même assez bien avancé. Elle avait une idée précise de ce qu'elle voulait dire, ça la caractérise bien. Donc on a surtout fait du fignolage. Voilà, plus dans le style. Rachel est une femme très drôle, elle est très rigolote, ça se voit, ça se sent tout le temps. Donc, on en rit encore ensemble toutes les deux, mais c'est vrai qu'elle a le calembour ou le jeu de mots assez facile. Et donc, de temps en temps, je lui disais, ça va peut-être mollo sur ce genre de, sur les petites blagues. Et donc, ça, on a beaucoup ri d'ailleurs, justement, en fignolant le texte. Parce que c'est pas un texte très drôle, même si elle le dit, effectivement, qu'elle manie l'humour, et parfois l'humour un peu comme résistance, oui. on nomme le sens littéraire. Elle s'écrit dans le texte, mais c'est pas un texte qui prête à rire, parce que c'est un texte de combat, un texte d'engagement. Justement, alors voilà, et c'était l'équilibre qu'on voulait trouver. Comme c'est très incarné, il fallait de toute façon qu'on la retrouve. Donc avec ce ton quand même assez, ça coule bien, et avec petites choses un peu, pas drôles, mais en tout cas, avec de l'esprit, ça c'est sûr. On voulait garder ça, mais sans tomber dans le potache qui effectivement sied moins au genre de sujet qu'elle souhaitait aborder. C'est aussi un texte racé de Rachel Kahn qui fait référence à de nombreux textes, de nombreux auteurs. Alors, un principalement qui est Romain Gary, Émile Ajar, mais il y a de nombreuses références, quelques notes en bas de page. Oui. Ça, c'était aussi le fruit d'un travail, parce que ces notes en bas de page, elles peuvent être doubles. C'est à la fois les références qui encouragent à les lire et qui porte parfois le propos, mais parfois ça peut être aussi un obstacle à la compréhension, à la lisibilité du texte. Alors, oui, c'est sûr que les références, Rachel y tenait énormément, et d'ailleurs c'est comme beaucoup d'auteurs, je pense qu'illustrer son propos en allant chercher comme ça chez les uns, chez les autres, surtout chez de grands penseurs comme Romain Gary, c'est une chance, c'est important. Après, dans l'édition, de toute façon, par correction, on cite toujours les auteurs que, L'idée, c'est de ne pas trop en mettre, parce qu'effectivement, ça peut devenir un peu rébarbatif pour le lecteur. Donc, on a essayé de trouver le bon dosage pour rendre hommage à ce grand penseur qui est Gary ou à d'autres, mais sans alourdir le texte. Sans fatiguer le lecteur, parce c'est un témoignage, mais en même temps, il y a une vraie réflexion. Donc, comme pour un essai, c'est vrai que quelques citations, c'est important. C'est un témoignage, avez-vous dit, c'est un mot qu'on pourrait peut-être contester ou discuter, parce que c'est aussi, certes, elle se raconte, mais comme c'est un livre de combat, d'engagement, aussi, on est plus parfois vers l'essai que vers le témoignage. Justement, comment est-ce que vous l'avez reçu, comment est-ce que vous l'avez ressenti, ce texte, entre ce qu'elle raconte d'elle-même et ce qu'elle ne raconte pas d'elle-même pour délivrer un propos sur la place publique? Alors en fait, je pense que c'est un joyeux mélange finalement ce livre. Le côté témoin, c'est très incarné. C'est pas que tout l'intérêt du livre est là-dedans, mais elle dit d'où elle parle, et c'est à partir de cela qu'elle écrit ce livre. D'où cette longue introduction. Ça, on y tenait vraiment à ce qu'elle se raconte, parce que c'est d'où elle vient qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, et donc son parcours donc aujourd'hui, etc. Mais donc ça, c'est la partie effectivement témoignage, et de toute façon, tout le livre est saupoudré comme ça d'expériences qu'elle a eues, donc plus ou moins drôle évidemment. Mais effectivement, il y a une vraie réflexion derrière. Qui fait qu'on est on est un peu dans l'essai, mais donc ça fait un livre un peu peut-être hybride, mais c'est pas grave s'il n'est pas dans une case, en fait. Je pense que c'est toute la richesse du livre. En même temps, ça correspond au propos de pas être dans une case. Exactement. Pas être enfermé dans une case. Exactement. Donc ça lui va très bien.
C'est un livre, donc, Séverine Courteau, que vous publiez aux éditions de l'Observatoire. En quoi, pour vous, ce livre et ce propos de Rachel Kahn, il semble correspondre à la ligne éditoriale des éditions de l'Observatoire, qui mêle aussi une partie fiction et une partie non-fiction, qui sont faites de témoignages, qui sont faites d'essais, de documents. Oui. Je pense que, en tout cas pour cette année, ce livre Racé, il fait partie des livres qui représentent le mieux la maison, je pense. Parce qu'il est engagé, parce qu'il est incarné, parce qu'il participe au débat. Et ça, le débat d'idées, ça c'est vraiment l'ADN de la maison, qui est porté par Muriel Beyer, donc la directrice et la créatrice de la maison depuis toujours. On a la chance en plus que ce livre soit un succès. Plus, il est dans l'air du temps, donc ça on est plus que ravis. Donc en fait nous on est une maison de littérature générale, donc on a cette chance, ce luxe de pouvoir quand même aller dans beaucoup de directions. Donc effectivement, on fait des livres de politique. On a des grands hommes politiques qui ont signé chez nous, des livres d'économie, des livres de philosophie et des documents de société ou des choses peut-être un peu plus, un petit peu plus différentes comme le livre de Rachel. Mais voilà, donc ça fait une sorte de panel assez large. Et on fait des romans. Une quinzaine par an. Donc s'occupe ma collègue directrice littéraire Dana Burlac. On fait un peu de tout. Ça pose aussi la question de l'engagement, quelle ligne éditoriale, quelle idéologie porter, en quoi ce livre-là représente justement ce que vous faites à l'Observatoire. Pour nous... Ce qui va un peu contre un discours qu'on entend assez souvent. Oui, je pense que donc le débat d'idées, ça c'est sûr, c'est vraiment au centre de ce qu'on veut faire. Et la maison et nos auteurs, ça c'est la volonté de Muriel Beyer depuis le début, c'est que si vous voyez un peu... Là on est entouré de livres. Voilà. Il y a du Luc Ferry, j'ai vu qu'il y a du Bec BD, il y a du Muriel Pénicaud, Raphaël Enthoven. Mais voilà, et vous avez Sonia Mabrouk, vous avez Mohamed Sifawi, ça sont les auteurs, alors ça sont des livres qui viennent de sortir. Raphaël Enthoven, bien sûr, qui est un auteur fidèle. Je pense que ce sont ces auteurs qui font le socle un peu de la maison. Ce positionnement universaliste, républicain, ça c'est quelque chose qui nous importe énormément. Et pourtant c'est des auteurs qui sont pour certains d'entre eux contestés, voire très contestés. Je pense à Mohamed Sifawi, je pense à Luc Ferry, je pense à Sonia Mabrouk que vous citez, et il suffit de voir comment un livre est reçu justement. Comment est-ce que vous envisagez cela, le fait que ce sont des livres, des auteurs qui sont discutés et disputés? Alors nous on est d'une sérénité absolue par rapport à ça. Parce que déjà ce sont des auteurs qu'on aime, qu'on soutient, avec lesquels on est quand même assez d'accord. Alors ils sont peut-être un peu critiqués, oui, mais ce sont des livres qui marchent même très bien, avec un très bel accueil dans les médias. Tous médias confondus. Donc moi les critiques, pourquoi pas, ça fait partie du débat d'idées, hein. Mais bon, si les réseaux sociaux veulent s'exciter sur... Je pensais pas forcément aux réseaux sociaux, mais ce sont des livres qui sont là aussi pour créer une polémique, pas juste pour la polémique, qui sont là aussi évidemment pour participer du débat d'idées, mais c'est aussi des livres qui sont là pour remuer quelque chose. Oui. Ah oui, tout à fait. Et c'est là, effectivement, quand ça secoue un peu nous, c'est là qu'on est ravis. Parce que justement, ça participe à ce fameux débat d'idées qui nous tient à cœur. Donc, plus il y a de réactions, mieux c'est. Elles sont plutôt excellentes. Mais quand il y a s'il y a des débats, nous, on est derrière nos auteurs qui savent parfaitement s'en sortir et se défendre. Donc, non, au contraire, c'est une grande joie d'aider ce genre de personnalité, ce genre de voix à porter, voilà. C'est ça selon vous, Séverine Courteau, qui à l'Observatoire caractérise cette partie document, essai, être porté par des personnalités médiatiques, c'est-à-dire des livres qui vont faire débat et qui vont faire le débat? D'une partie, bien sûr. Ça, c'est... quand on a une Sonia Mabrouk qui, en ce moment, elle est dans tous les médias, les ventes sont excellentes, oui, ça c'est... Et c'est une femme extraordinaire, donc ça on est plus que ravis de la voir. Après, on aime beaucoup aussi faire découvrir des inconnus, des nouvelles voix, c'est pas une question d'âge d'ailleurs, j'allais dire peut-être des plus jeunes parfois, mais vous savez, comme beaucoup d'éditeurs, on sait toujours que un gros livre qui va très bien marcher, ça c'est une chance, c'est très bien, mais c'est surtout que ça va nous permettre d'avoir des petits auteurs
qui sont peu connus. On va mettre le temps, on va mettre l'énergie pour les faire sortir, pour les faire connaître. Donc, pour nous, c'est hyper agréable de pouvoir faire les deux, en fait. Les gros auteurs qui marchent très bien et des petits auteurs qu'on espère évidemment pouvoir lancer et faire connaître au plus grand nombre. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit y avoir chez un auteur ou chez un texte pour que vous l'éditiez chez vous, Séverine Courteau? Outre la cooptation dont vous avez parlé au tout début pour Rachel Kahn. La chose basique, évidemment, il faut qu'il soit dans notre ligne éditoriale. Ça, c'est toujours important pour un éditeur de respecter sa ligne éditoriale. Alors, comment vous la définiriez? Donc, nous, c'est avant tout grand public. Voilà, on fait de la littérature générale et grand public. Moi, je dis souvent à mes auteurs, je me considère un peu comme le public cible. C'est-à-dire que je touche un peu à tout, parce que je m'occupe de titres de philosophie, d'économie, de politique ou de haute société, mais je n'ai pas fait d'études de philosophie. Ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure sur les notes de bas de page à propos du livre de Rachel Kahn. Voilà. Il faut que ce soit référencé, mais en même temps, il faut que le texte soit lisible et compréhensible immédiatement. Exactement. Donc avec les années, voilà, je pense que j'ai une assez bonne vision de pas mal de sujets, mais en gros, dès que je ne comprends plus, je dis à l'auteur, là ça va pas. Là, on est plus assez grand public. Donc voilà, ça fait partie des choses finalement assez évidentes. Et voilà, et donc après, alors être éditeur, il y a aussi beaucoup de subjectivité, hein, forcément. Donc il y a cette grande ligne éditoriale, voilà, qui est tracée par la direction. Hein. C'est Muriel Beyer qui a voulu cette maison comme ça. Après, chacun de nous, là, en tant qu'éditeur, c'est sûr qu'on a un ressenti, on a une analyse un peu factuelle. Est-ce que le texte est bon? Est-ce que l'auteur est légitime? Est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'il écrit bien? Enfin voilà, il y a plein de petits paramètres comme ça. Et puis après, il y a ce que nous on ressent. On accroche ou pas. Ça vous semble plus compliqué à expliquer? C'est plus de l'ordre de l'intuitif? Oui. Ouais. Alors c'est sûrement encore plus difficile pour mes collègues de littérature, parce que là, c'est bon. D'une éditrice à l'autre, d'un éditeur à l'autre, c'est sûr que l'accueil ne sera pas le même pour un roman. Nous, en non-fiction, c'est vrai que c'est déjà un peu plus... Bon, on n'est pas au lycée, mais en général, il y a un plan, on voit où va l'auteur. Et voilà, donc c'est, pas forcément facile à expliquer. Je pense que c'est plein de paramètres. Il y a de l'humain, beaucoup. Il faut que ça accroche avec l'auteur. Parce que plus on est en confiance dès le début, plus le travail sera évidemment facile. Voilà, donc parmi vos livres, on trouve Racé de Rachel Kahn, par aux éditions de l'Observatoire. Séverine Courteau, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.